Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, merci de marquer votre fidélité au programme de la chaîne africaine de télévision et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Franc-Parler. Et bien, cette semaine, il sera essentiellement question de parler de culture dans cette émission puisque je reçois pour vous, avec un grand plaisir d'ailleurs, une grosse pointure de la culture ivoirienne. Koné Dodo, c'est son nom. Il est l'actuel directeur du Palais de la Culture d'Abidjan. Monsieur Koné, bonjour. Bonjour, Monsieur Wamba. Merci de répondre à notre invitation pour cette émission Franc-Parler. Avec vous, nous allons donc parler de votre riche parcours en tant qu'homme de culture en Côte d'Ivoire et reconnu également au-delà des frontières de la République de Côte d'Ivoire. Nous allons également parler un tout petit peu du FESPACO en début de cette émission. Alors, ce sera donc avec un plaisir que nous allons vous découvrir davantage et découvrir la culture ivoirienne une fois de plus. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'en suis très heureux. J'en suis flatté. Et moi, c'est la première fois que j'ai découvert LCA. Je vois que vous avez un beau cadre et je vous souhaite un développement harmonieux. Merci beaucoup. Alors, vous êtes présent ici à Ouagadougou, au Burkina Faso. Depuis quelques jours, on imagine déjà que c'est dans le cadre de la 27e édition du FESPACO. Est-ce que c'est bien cela? Tout à fait. C'est dans le cadre de la 27e édition du FESPACO. Mais encore, nous avons un réseau qui s'appelle le REDAO, le réseau des diffuseurs d'Afrique de l'Ouest. Et nous avons du 17 au 19 tenu un atelier avec nos collègues du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Voilà, pendant 3 jours, des choses se sont bien passées. La rencontre s'est tenue à Ouaga? C'est tenu à Ouaga, dans un hôtel de la place. C'était pour relancer notre activité après la Covid. Je pense qu'il est important que nous ayons un réseau. Quand les artistes veulent tourner, il faut qu'il y ait un réseau qui existe, qui leur permette de circuler facilement. Voilà, ça c'est très important. Et vous participez en même temps au FESPACO, bien entendu. Comment ça se passe? C'est un événement important. Nous profitons de l'occasion pour aller voir des films, rencontrer beaucoup d'autres personnes, des cinéastes, des acteurs, etc., que nous connaissons par ailleurs. Mais je crois que c'est une très belle fête et surtout l'ouverture m'a très impressionné. Moi, j'ai vu un chorégraphe exceptionnel, j'ai vu quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Franchement, c'était bien. Alors, le FESPACO, je suppose que vous connaissez déjà ce festival, même si vous n'êtes pas directement dans le cinéma. Comment est-ce que vous appréciez justement, après 27 éditions, l'organisation de ce rendez-vous du cinéma africain? Ben écoutez, je suis un peu mal placé pour juger. Je viens très souvent au FESPACO. Mais ce que, par rapport aux ouvertures que j'ai connues, moi c'est la plus belle ouverture. Maintenant, le reste, je n'ai pas vu tous les films, je n'ai pas connu les détails puisque on m'a apporté mon badge, etc. J'ai eu certaines facilités. Je ne peux pas, à partir de là, en étant à moitié à notre atelier, juger de façon péremptoire ce qui s'est passé. Je ne peux qu'avec un œil extérieur dire que, Dieu merci, je n'ai pas entendu parler de grabuge. D'accord. Alors, vous êtes un citoyen africain, je l'ai dit. Vous êtes de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est également présente à ce festival, le FESPACO, avec une forte délégation. Le FESPACO nous apprend qu'au moins 150 personnes sont membres de la délégation officielle de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que c'est une mobilisation qui vaut la peine quand on sait que la Côte d'Ivoire également est un pays producteur de cinéma, notamment les séries africaines? Oui, bien sûr, ça vaut d'autant plus la peine que nous sommes producteurs. C'est tout à fait normal. Et notre ministre est venu avec une importante délégation, soutenir sa collègue du Burkina à l'occasion de cette activité-là. Et la Côte d'Ivoire a l'ambition de devenir, pas le premier immédiatement, mais l'un des premiers, n'est-ce pas, pourvoyeurs de films en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas dans toute l'Afrique. D'accord. Alors nous allons justement parler de vous. Je l'ai dit tantôt, vous êtes une grosse pointure de la culture ivoirienne. Vous avez un parcours édifiant que nous allons justement découvrir. Actuellement, vous êtes le directeur du Palais de la Culture d'Abidjan. Je voudrais que l'on commence par parler justement de cette maison de la culture. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce que c'est que le Palais de la Culture d'Abidjan dont vous êtes le directeur général depuis 2011? Oui. Non, le Palais de la Culture, c'est un centre de diffusion des arts et de la culture qui se compose de 5 salles, une bibliothèque, des salles de réunion, etc. La mission, c'est d'accueillir toutes les activités socio-culturelles dans la ville et puis
pour nous qui sommes dirigeants depuis 10 ans, c'est de promouvoir, d'aider les acteurs culturels ivoiriens. En priorité la musique, mais aussi tous ceux qui font du théâtre, de la danse, etc. Bientôt même, le mois prochain, nous allons soutenir une activité de danse, parce que la danse, vous savez, en Côte d'Ivoire en tout cas, la danse, le théâtre se meurt. Le théâtre à cause de l'humour. Et la danse, nous avons de grands chorégraphes qui font le tour du monde, qui vont partout. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas prisé. Donc, nous les soutenons. Nous les facilitons la tâche au Palais de la Culture, de façon à ce que les gens réapprennent à aimer la danse, à aimer le théâtre. Sinon, nous avons de bons acteurs. Vous savez, le cinéma, il faut d'abord de bons acteurs de théâtre. Absolument, oui. Il y en a qui ont des dons innés pour évoluer vers le cinéma. Donc, nous, là-bas, au Palais, nous essayons de soutenir tout cela pour faire avancer les choses. C'est notre rôle aux côtés du ministère de la Culture. Alors, à comprendre donc que le Palais de la Culture d'Abidjan relève du gouvernement à travers le ministère de la Culture ou c'est une structure? Oui, c'est un démembrement du ministère de la Culture. Et c'est un décret qui a mis en place ce palais de la culture, lui a signé des missions bien précises, entre autres la coopération aussi avec les autres espaces de diffusion. C'est pour ça que nous sommes dans le REDAO. C'est notre mission. C'est avec honneur que nous sommes là. Le président de la République a bien voulu que nous soyons là, parce qu'il a estimé que nous avions fait un petit parcours dans la culture. Et donc nous essayons de le mériter. D'accord. Alors, au-delà justement du Palais de la Culture d'Abidjan, vous êtes également conseiller artistique chargé de la musique du Massa. Le Massa, c'est le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous présenter le Massa, même s'il s'agit là de quelque chose qui est bien connu sur le plan culturel en Oui, Afrique? Le Massa est bien connu. Je crois que c'est un marché. Le plus grand en Afrique? C'est le plus grand en Afrique. C'est un marché important. C'est le point de rencontre entre des artistes essentiellement en développement et des producteurs, des acheteurs. Des artistes en développement? Oui, parce qu'en fait, voilà, dans le IN, ce ne sont pas des superstars qu'on retrouve, ce n'est pas des Alpha Blondy, ce n'est pas des... Bon, donc logiquement, c'est des artistes en développement. D'accord. Ça, c'est la vocation initiale et la vocation essentielle. Et ces artistes en développement rencontrent des producteurs, des acheteurs, comme on appelle. Comme quand vous allez au marché, il y a des femmes qui viennent proposer les tomates, les goyaves, etc. Et vous êtes acheteur, vous arrivez, vous dites je veux ceci, je veux cela. Donc c'est le lieu. Et les artistes doivent y aller bien armés, avec un encadrement correct, avec, n'est-ce pas, dans les meilleures conditions possibles, qu'ils se soient entraînés pour que, en présentant les meilleures façades, que les acheteurs disent « Ah, ça c'est un bon artiste que je peux faire tourner chez moi ». C'est comme ça qu'on rentre dans un marché, un circuit international pour développer sa carrière. Alors, est-ce que ça marche très bien depuis le début du Massa? Parce que on imagine déjà que vous avez un parcours. Est-ce qu'il y a des choses à parfaire dans l'organisation de ce marché? Oui, vous savez, le Massa existe depuis longtemps, il a progressé. Le professeur Yacouba Konaté a dirigé le Massa pendant quelques années. C'est un professionnel des arts, de la culture, depuis très très longtemps. Maintenant, il y a M. Yapi qui prend la relève. C'est une continuité. Il faut chercher à améliorer. Mais il ne faut jamais oublier que c'est un marché. On a ajouté souvent l'aspect festival qui était en train de phagocyter l'aspect marché. Mais le Massa, c'est d'abord un marché. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et c'est un marché international. Donc nous devons ouvrir constamment les bras aux professionnels de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis, etc. Donc c'est ça le marché, c'est le plus grand. Il en faut plusieurs en Afrique. Vous savez, quand nous allons en Europe, un peu partout, nous allons au Oumex, nous allons dans d'autres activités. Le Oumex aussi, c'est un marché. On va trouver des artistes, on va acheter, on va vendre ces artistes. Tout à fait. Donc nous, en Afrique, nous avons le Massa, qui est financé essentiellement par le gouvernement de Côte d'Ivoire depuis quelques années. Et je pense que le ministre actuel, la ministre actuelle de la Culture et la personne qu'elle a choisie pour diriger le Massa ont en tête de développer le Massa, parce que c'est une continuité. Quand vous arrivez, vous corrigez certaines choses et vous améliorez, vous allez de l'avant. Tout à fait. Parce qu'on ne vient pas quelque part pour contester. Je pense qu'ils ont bien compris et que le directeur général du Massa actuel a bien compris.
les choses devraient se passer pour le mieux. Alors, le Massa, c'est un marché international, vous l'avez dit, c'est le plus grand marché des arts du spectacle en Afrique. C'est un rendez-vous entre États africains. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ce marché intéresse tous les pays africains? Est-ce qu'il y a cet engouement des pays africains justement autour de ce marché? Oui, je pense que ça intéresse. S'ils en jugent par cette année, par exemple, nous avons eu plus de 300 candidatures pour la musique seulement. 300 candidatures pour la musique. Pour la musique seulement. Ouais. Bon. Et donc, si parmi les 300, on a choisi 28, vous savez, c'est très sélectif. Ouais. Et il y a aussi le théâtre, la danse, l'humour, etc. Mais ce que je voudrais dire aux artistes, en fait, ils ne sont pas là-bas de façon physique. Ouais. Ils ne vont pas se produire en live pour que le jury apprécie. Ils envoient des vidéos. Des vidéos, oui. Alors, je suis souvent surpris que certains filment avec des portables et qu'ils envoient les films. Par exemple, moi, il y a des artistes que j'ai vus avec des films vraiment pas acceptables du tout. Alors que les artistes, je les connais, ils ont du talent, ils sont très bons. Ils se font éliminer par rapport à ce qu'ils proposent. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir un encadrement de qualité. C'est eux qui doivent faire en sorte que le film, vérifier que le film est bien fait, que l'artiste, n'est-ce pas, se vend au mieux. Donc quand tout parvient au Massa, on est dans les conditions optimales pour défendre, n'est-ce pas, le produit qu'on vend. D'accord. Alors, comment se fait la sélection des artistes qui participent justement au Massa? Supposez que plusieurs artistes sont en train de vous écouter ici au Burkina et qui sont intéressés par le Massa. Quel est le processus pour se retrouver donc à Abidjan en tant que participant au Massa? Non, vous savez, il y a un appel à candidature qui est fait par le Massa sur son site. Ah ouais. Vous allez sur le site et toute la procédure y est indiquée. Donc, il n'y a pas de problème. Imaginez-vous qu'il y a plus de demandes qui viennent de l'étranger que de Côte d'Ivoire. Ah bon? Souvent, les artistes ivoiriens disent qu'ils n'étaient pas au courant. Mais en fait, le Massa, c'est depuis 1993. Ouais. Il faut s'intéresser. Il faut aller sur le site. Il faut aller rendre visite aux dirigeants du Massa pour s'enquérir de l'évolution des choses et soumissionner. C'est très important. Comment se fait la sélection finalement? Mais il y a des jurys. Oui. Il y a un jury pour la Est-ce qu'on prend les meilleurs ou Ah oui, bien sûr, il y a des critères qui sont définis. Oui. La qualité de la prestation, enfin, le parcours de l'artiste. Bien entendu, il faut que la personne chante juste, qu'elle ait une prestation scénique hors du commun. Parce que c'est du spectacle vivant que nous vendons. Ce n'est pas du playback. C'est pour ça qu'on n'accepte même pas les clips vidéo. C'est en situation de live. Et celui qui vient acheter au Massa, il achète pour aller produire l'artiste dans son festival. Un festival qui est en live. Du live. Donc, il ne faut pas qu'il perde ça de vue. Les vidéos qui doivent arriver sont des vidéos en live. Et ils viennent sur un marché de live, entre guillemets. Donc, vraiment, c'est important. Il faut le savoir, il ne faut pas le perdre de vue. D'accord. Alors, je vais rappeler également que vous avez été producteur de plus de 100 concerts en Afrique de l'Ouest pour le compte, justement, d'une structure qui s'appelle la CEITA. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela? Comment est-ce que vous arrivez justement à organiser tous ces spectacles? Quel est votre petit secret? Non, vous savez, pendant quelques années, j'ai produit pas mal d'artistes et je produisais des concerts aussi. Oui. Donc la CEITA, qui a vu que je produisais des concerts de qualité, m'a demandé, n'est-ce pas, de signer un partenariat avec eux et de commencer à produire. Bien entendu, je produis Alpha Blondy, Ismaël Isaac. On va en parler. Bon. Mais tout au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, j'ai pendant longtemps produit de grands spectacles. De grands spectacles, c'est pour ça que je connais beaucoup de gens. Au Burkina, au Mali, en République du Cameroun, du Congo, etc. etc. Donc, nous avons maintenu ces relations-là. C'est de produire les artistes en live. Vous savez, quand je suis devenu tout naturellement producteur de spectacles, parce qu'en produisant un artiste, il y a un parcours. Et cela fait partie du parcours. D'accord. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin, puisqu'on parlera de pas mal de choses. Évidemment, on parlera des autres, notamment Alpha Blondy. Alors, tous ces concerts que vous avez réussi à organiser, vous en gardez certainement de très bons souvenirs. On peut certainement en parler avec vous. Qu'est-ce que vous retenez essentiellement? Non, je pense que j'ai organisé 2 concerts très importants. Au stade de Fobagny, j'avais mis à l'affiche Alpha Blondy et 50 artistes. Bon, là, il y a 40 000 places au stade de Fobagny. 40 000 places. Nous avons rentré plus de 50 000 personnes qui étaient debout derrière la scène un peu partout. Et
Le concert ayant lieu un samedi, dès vendredi soir, il y avait la queue devant le stade. Et le matin à 6 h, le dimanche à 6 h, quand on a terminé, il y avait encore la queue. Donc la plupart des gens n'ont pas pu accéder au stade. C'était extraordinaire. Bien entendu, j'avais fait une campagne sur 6 mois, de l'Europe, d'Afrique, etc. Et beaucoup d'amis qui avaient des médias m'avaient soutenu. Et ça a été mémorable. C'était en quelle année? C'était mémorable. C'était en 94. Ah oui. Et puis, personne n'a fait un concert aussi important au stade de Fobagny. Ouais. Et après ça, en 98, j'ai restitué à Bassam. On avait pris un site là-bas avec Alpha, qu'on a aménagé, etc. Et on a commencé, on a fait le concert en 98 à Bassam. On a fait une promotion extraordinaire aussi. Ouais. On a demandé aux transporteurs de la gare de Bassam de transporter les gens à Bassam pour qu'ils puissent assister au concert. Hélas, les gens sont venus, il n'y avait pas assez de véhicules. Pourtant, il y avait des centaines de véhicules. Hein. Ouais. Et tout le monde était à pied, les jeunes étaient à pied d'Abidjan à Bassam. Tous ceux qui allaient à Bassam, d'Abidjan à Bassam, il y avait du monde. Et ils ont été, et les artistes ont commencé à jouer. Alpha, de samedi, Alpha n'est intervenu que vers 3 h du matin. Ouais. Et il y avait un monde fou. Les journalistes avaient écrit, j'ai dans la presse encore, plus de 150 000 personnes. Ouais. Et partout c'était bondé, dans la ville, dans l'espace que nous avions retenu. Et puis, bien entendu, Alpha est intervenu très tard pour la simple raison qu'il était dans un hôtel à Bassam. Et nous voulions qu'il intervienne autour de 23 h minuit. Mais au moment où on a décidé d'aller sur les sites, on ne pouvait pas accéder au site. Ah bon? Il y avait des véhicules partout qui avaient tout bloqué de la ville de Bassam jusqu'au site, qui était à 3-4 km, n'est-ce pas, de la ville même, de l'hôtel. Donc on a demandé aux pompiers, les pompiers sont venus pour nous accompagner là-bas. On a dû passer par la lagune. Ah oui? On a dû passer par la lagune, les pompiers nous ont pris. On est parti donc par la lagune. On a eu une panne sur la lagune. Vous savez, mon artiste Alpha Blondy, lui, il est très méfiant. Quand il a la panne, il dit ça c'est un coup. Il croit que c'est un complot. Un complot. Mais en fait, on n'a pas eu de chance. On a traîné là-bas pendant 30 minutes et puis on est reparti. Maintenant, où les pompiers nous ont descendus, c'était à peu près à 600-700 mètres du site. Il fallait donc venir à pied puisqu'il n'y avait pas de véhicule. Tous les deux, on venait à pied. Tous ceux qui nous voyaient, ils déviaient, ils avaient peur. Il y a un automobiliste qui, en partant, il dit, mais attends, on dirait que c'est Alpha Blondy, on connaît. Il s'est arrêté, il nous a pris, parce qu'il est à la maison, il en avait marre. Il nous a pris, il nous a amenés sur les sites. Évidemment, c'était l'euphorie. J'ai été content, on a pu faire le concert à 3 h du matin. Extraordinaire. Et Alpha s'est produit de 3 h du matin à 10 h du matin. Ah oui. Sans arrêter. Il n'a jamais fait de concert comme ça. D'accord. Donc vraiment, c'était quelque chose de très bons souvenirs. Ces deux concerts-là m'ont marqué véritablement. Sinon, j'ai fait des concerts aussi importants dans les différents pays, mais on s'arrêtait à ceux-là. Ok. Alors là, c'était les très bons souvenirs que vous gardez. Certainement, vous en avez également de mauvais souvenirs avec ces concerts. Est-ce qu'il y a des échecs quelque part dont on peut parler? Oui. Des regrets? Oui. Mais pas organisé directement par nous, c'est-à-dire que c'était au Brésil. Oui, au Brésil. Au Brésil. Et nous allions à un concert. Vous savez, les concerts, quand vous allez pour une tournée dans un pays, souvent il y a un promoteur qui achète le concert. Oui. Qui achète le concert et qui revend à d'autres. Okay. Pour qu'on puisse faire plusieurs villes. Donc on arrive dans une ville, bon, on vient nous chercher. D'abord le promoteur de la tournée brésilienne vient nous trouver, il nous dit, tu n'es pas allé au prochain concert. On dit, mais pourquoi? Moi j'ai dit non, il faut qu'on y aille parce qu'on a été payé, il faut qu'on y aille. Ouais. Donc vers 19 h, on vient nous prendre le concert à 18 h. Le concert avait lieu à 19 h, un peu hors de la ville. Donc on part pour aller à ce concert. En chemin, le véhicule s'arrête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mon patron m'a dit de ne pas aller sur le site du concert parce que le monsieur là a des problèmes avec lui. Ah oui. J'ai dit, ah non, il faut qu'on y aille parce qu'on a été payé. Donc on arrive vers 18 h 30, 19 h moins le quart. Après, on est là jusqu'à 21 h, 22 h. Oui. Le problème n'est pas réglé. Le promoteur de la tournée américaine, brésilien, envoie son avocat vers 21 h, 22 h en pyjama pour nous dire de ne pas y aller et de signer un papier comme quoi on y renonçait. Et de rembourser l'argent qu'il nous avait donné concernant ce concert. J'ai dit, ah non, moi quand on me donne de l'argent, j'envoie à Paris. Ouais.
ou bien en Côte d'Ivoire directement, je ne garde pas l'argent sur moi. Donc, il n'est pas question. Et on est resté là à discuter comme ça pendant longtemps. Vraiment, c'était dommage. Déjà qu'ils vous attendent pour 19h, ouais, vraiment. À 22h passées, vous êtes encore en train de discuter. Les policiers sont venus, ils parlent brésilien. Quand on parle anglais, ils ne comprennent pas bien. Et puis, donc, on est resté comme ça jusqu'à 22h, 23h. Les policiers ont dit finalement, écoutez, ça suffit, on va les accompagner. On sort du véhicule des autres. Et parce que, entre parenthèses, quand moi je disais que je ne voulais pas qu'on avait reçu l'argent, oui. Alpha disait non, il me disait en Jula, non, il faut arrêter, ils sont capables de nous tuer ici. Ouais, personne ne nous tuera. C'est tout à fait au Brésil. Donc, on part, donc les policiers nous prennent, on part à une vitesse extraordinaire. Ouais. Alpha, il me dit à Jula encore, ça c'est fait exprès pour qu'on fasse un accident. Bon, il n'y avait pas d'accident, on est arrivé. Évidemment, le public était très mécontent. Moi, quand je suis arrivé, j'ai demandé tout de suite au gars de rentrer. Et quand Alpha a monté sur scène, il y a eu un coup de feu. Donc, coup de feu oui. Dans la salle? Non, c'était à l'extérieur. Ah oui, en plein air. En plein air. Mais les gens étaient mécontents. Donc, coup de feu, etc. Bon, on a eu la chance de ne pas tirer sur lui. Ça, c'était désagréable. Donc, j'ai dit aux musiciens, écoutez, apprêtez-vous vos affaires. Dans le cadre, dès qu'on finit de la scène, vous allez dans le cadre. Et en temps, il y a une jeune fille qui est venue monter sur la scène. Alpha l'a embrassé. Oui. Tout le monde a commencé à applaudir et ça s'est calmé. Il a commencé le concert. Vraiment, c'était un délire. Pendant 2 heures. Ah oui. J'étais content, mais on a eu très peur. C'était désagréable. J'aime pas... Les incertitudes, les inquiétudes en plein concert. Les inquiétudes, des angoisses. Ouais. On ne savait pas comment ça allait se passer. Et puis après la suite de la tournée, l'État a été obligé de nous donner des gardes du corps, etc. etc. Nos chambres étaient gardées parce que les promoteurs étaient... Un couteau tiré. Un couteau tiré. D'accord. Alors, autant justement d'expérience en Afrique, dans d'autres continents. Alors, est-ce que vous, sur le plan africain, vous avez organisé des concerts un peu partout dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, dans les différentes capitales? Vous y êtes allé à plusieurs reprises? Oui, au Burkina, bon, ça je ne compte pas. J'ai fait des concerts à Bobo, beaucoup de concerts au Burkina. À Koudougou, etc. J'ai fait des tournées même ici. Oui. Et puis au Mali aussi, au Niger. Jusqu'à... J'ai même traversé le désert avec Ismaël Isaac pour aller faire des concerts dans les mines d'uranium. J'en ai fait au Sénégal, bien entendu, plusieurs, au Cameroun, au Gabon, au Congo. Vraiment, j'ai fait beaucoup de pays, je ne me souviens pas de tout. Et puis, évidemment, en Europe, nous avons fait des tournées, qui étaient des concerts pas forcément produits par nous, mais dans une centaine de pays. D'accord. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que notre invité, Koné Dodo, a été manager et directeur de production de la star internationale Alpha Blondy. Alors, on va en parler justement, même si on a déjà parlé d'Alpha Blondy. Comment est-ce que tout cela a commencé? Autour des années 90, vous êtes manager d'Alpha Blondy. Oui, de 90 à 2004, j'étais... De 90 jusqu'à 2004, vous dites? J'étais manager d'Alpha Blondy. Alpha Blondy, c'est en quelque sorte un frère. Ah oui. Vous savez, sa mère et ma mère sont amies depuis très longtemps. Et puis, vous avez les mêmes patronymes aussi. Voilà. Quand on était plus jeune, à Bundiali, quand Mamadou Doumbia venait jouer, nous on allait aussi s'essayer sur la scène. Bon, lui il venait chanter. Moi j'étais mauvais guitariste, mais je faisais semblant de bricoler. Et puis on s'est connus et on s'est séparés. Lui il est parti aux États-Unis, il a fait sa musique et tout. Moi j'ai dirigé une industrie alimentaire. En 82, 83, il est venu me voir pour parler de musique, ça ne m'intéressait pas véritablement. Même si à Bellegarde, parce que j'ai fait mon lycée à Bellegarde, à la frontière de la Suisse. Et là, il y avait un orchestre. Mon père m'a dit d'aller en Europe parce qu'il voyait que je faisais de la guitare. Tout à fait. Ça, les gens n'aimaient pas beaucoup quand les enfants font la musique ou bien le football. Maintenant, tout le monde aime quand ils font la musique ou bien le football. C'est le contraire aujourd'hui. Voilà. Donc, bon, on faisait un peu de guitare là-bas. Donc, quand je suis venu, Alpha m'a dit qu'il voulait qu'on travaille ensemble. Bon, ça ne m'a pas intéressé. Et puis on est resté comme ça. Fusion Cassi a fait quelque chose pour lui. Comment on appelle un des animateurs de la télévision ivoirienne. Oui. Et puis, en 90, moi j'ai fait des tournées. Je faisais mes spectacles. Et puis j'ai demandé à faire un concert de la Alpha Blondy à Bamako. Oui. Donc, il est venu à Bamako. Nous avons fait un concert extraordinaire au stade. C'est à ce moment-là qu'il a dit, mais écoute, il faut qu'on travaille ensemble. J'ai dit non, moi ça ne m'intéresse pas, on se connaît. Bon, moi, je fais des trucs ponctuels. Ensuite, on a fait un concert à Lomé. C'est là qu'il m'a dit, il faut que tu sois mon manager. Quand j'ai refusé, bon, il en a parlé à ma mère. Il a parlé à sa mère, il a dit non, je lui dis d'être mon manager, il ne veut pas être mon manager.
Bon, l'un dans l'autre, le fil en aiguille, quand on est allé à Paris, il a dit, bon, écoute, il faut qu'on aille voir mon avocat. J'ai dit, mais si tu veux que je sois ton manager, il y a un seul capitaine dans le bateau. Oui. C'est moi. Absolument. Il dit, non, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, d'accord. Et on est allé chez son avocat à Paris, on a signé un contrat. Mais je dois dire que Alpha Blondy est l'artiste le moins compliqué que j'ai géré de ma carrière. Le moins compliqué, vous dites? Les gens sont surpris. C'est l'artiste qui n'a jamais désobéi à ce que je dis. Ok. Et vous pouvez aller voir son frère, sa mère, vous êtes à 5000 km. Ouais. Vous parlez business, il dit non. Appelez Koné, il est à Abidjan ou bien dans tel pays, il va vous dire si on peut le faire ou pas. Tout à fait. Donc les gens sont toujours surpris. Il fait ses folies et tout ça, mais il est très professionnel. Il réussit, ce n'est pas par hasard. Ah oui. Il est très professionnel. Tant en studio que dans la vie de tous les jours, la gestion de sa carrière, il ne fait pas le manager à la place du manager. Voilà, c'était une parenthèse qui est importante de savoir et qui surprend toujours. Et puis, on a fait beaucoup de choses. On a produit plusieurs albums en France, en Jamaïque, etc. etc. Donc, c'était 14, j'allais dire pratiquement 15 ans vraiment de très bonne collaboration. Et à un moment donné, j'étais fatigué parce que pendant ces 15 ans, moi, je ne voyais pas mes enfants. On était en voyage, tout le 6 mois par an. Tout à fait. Voilà, à un moment donné, je lui ai dit qu'on pouvait arrêter. Il m'a dit, ah non, comment? On va à Bundiali, dans le village. On est arrivé à 5 km de la ville. Toi, tu dis que tu ne veux plus, tu descends du camion. J'ai dit non, c'est parce que vraiment, je suis fatigué. Donc, vraiment, il a accepté. Mais nous gardons de bons rapports et je lui tire mon chapeau. C'est un bon artiste. D'accord, ça c'est connu. C'est un artiste connu sur le plan mondial. Alors, vous avez certainement des souvenirs particuliers dans votre collaboration avec Alpha Blondy que vous voudrez bien partager avec nous. Au-delà des concerts, on imagine que la demande est forte. Oui, bien sûr, les gens ils demandent. Et puis, par exemple, je vous dis, le dernier contrat d'édition que nous avons signé, on lui dit comment Alpha était. Le dernier contrat d'édition, j'ai négocié avec la maison IMI. Ça a duré 1 an, 2 ans. Il m'a dit, mais comment, depuis là, tu ne veux pas... Il avait un contrat d'édition, on lui donnait 35 millions chaque fois. Donc, moi, j'ai discuté, il y avait l'avocat et tout. Et puis un jour, Londres, ils m'ont dit, ils vont à Paris, il faut qu'on se voit pour finaliser. Donc, ils sont venus. On a commencé à discuter, je dois dire 19h, jusqu'à 22h. On n'arrivait pas à trouver le machin. Et puis finalement, vers 23h, on est tombé d'accord. Parce qu'en fait, le problème, c'était quoi? Et il donnait 35 millions chaque fois qu'il signait un contrat. Moi, j'ai dit que j'en voulais 300 millions. 300 Donc, ça a duré. Et puis finalement, on est tombé d'accord. Et à 22h30 ou 23h, ils appellent, ils m'ont dit, il y a un autre avocat, est-ce que vous pouvez dire à Alpha de venir? Il m'a dit d'appeler. Donc j'appelle, j'ai dit Alpha, tu peux venir. Il vient, il rentre et puis il s'assied à côté de moi. Et la maison de disque lui dit, mais écoutez, M. Blondy, il faut lire le contrat dont on a discuté avec votre manager et voir si ça vous convient. Et là, il a posé la question de savoir. Il dit, mais est-ce que mon frère l'a lu, mon manager il l'a lu? Il dit oui. Il dit, mais si on me tue, c'est que c'est lui qui m'a tué. Donc, je lui fais absolument confiance. Entièrement confiance. Je n'ai pas besoin de lire, moi je ne lis pas le contrat. Donc si vous dites que c'est bon, si lui me dit que c'est bon, on signe. Donc, on a signé, j'ai signé, il a signé, notre IMI. Et puis après, à côté de moi, il me dit Angola Djorlé. Ça dit combien c'est? Oui, tout à fait. Il dit 300 millions. Il dit non, tu plaisantes? Il dit non. Après, on va en parler. Donc, il était très surpris. Après, il me dit, mais vraiment, c'est pas possible, tu es un magicien. J'ai dit non, on a discuté. C'est pour ça que ça a pris 2 ans. Oui, tout à fait. Il dit, ouais, on est passé de 35 millions à 300 millions. 300 millions. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Hein. Alors, il était très content. Voilà. Donc, quand on a pris, on avait trouvé un terrain à Abidjan. J'ai donné de l'argent à un Coréen, 100 millions, pour commencer à construire l'immeuble qui est aux 2 plateaux. Là. Et puis, voilà, moi j'ai pris ce qui me revenait de droit. Tout à fait. Et puis lui aussi. Vous savez, Alpha, c'est un artiste qui n'est pas très compliqué en réalité, mais qui est très dépensier. Quand vous avez l'argent, il faut investir dans quelque chose, tout de suite il faut l'encadrer. Sinon, ça s'en va. Sinon, s'il a 100 millions, si un mois après il vous dit qu'il n'a pas d'argent, faites-lui confiance, il n'a pas d'argent. Il n'a vraiment pas d'argent. Alors, est-ce que tout marche bien avec Alpha Blondy? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous êtes engagé dans un concert et puis après vous faites faillite ou que ça ne devient pas rentable? Est-ce qu'il n'y a pas eu ce genre de... Non, parce que nous-mêmes, on n'organisait pas beaucoup de concerts pour Alpha Blondy. Parce que c'est énorme. Moi, quand on n'avait pas tous les soutiens, les sponsors. Les sponsors, tout ça, on ne le faisait pas. Par exemple, au Stade Fobagny, nous, on a vendu aussi des t-shirts, 35 000 t-shirts. On a fait des recettes, on a vendu
près de 40, 45, 50 000 tickets, etc. Et les sponsors nous donnaient de l'argent en plus. Bon, donc c'était dans l'ensemble assez verrouillé. Même quand d'autres organisaient, nous essayons de les encadrer parce qu'au final, il fallait que le concert se passe bien. Même si on a été payé, si ça ne se passe pas bien, c'est le nom de mon artiste. Exactement. Voilà. Et Baki même a organisé un grand concert ici. Bon, il m'a dit que financièrement, ce n'était pas rentable, mais il y avait du monde. Et c'est ça dans les productions de spectacles. Tout ce que vous voyez avec du monde partout, au stade, tout dépend du coût de l'investissement. Bon, enfin, il faut aimer, il faut être passionné de tout ça. Et puis, bien entendu, on peut se fâcher. Et puis, il y a eu des moments où il a eu des crises, il a piqué des crises, c'était difficile. Donc, il a fallu faire confiance. Il a fallu, même avant le truc d'Abidjan, le grand concert, il avait une crise à Paris. Tout le monde disait Alpha était devenu fou, mais si c'est là, Koné raconte sa vie, il ne viendra pas jouer. Il dit il viendra. Donc la crise passée, bon, il y a eu des soucis. Tout le monde avait peur d'entrer dans l'appartement. Moi j'habitais à Lucan, à Paris, on avait un appartement. Ben, je suis rentré, on dit qu'il va tirer sur toi. Il a dit non, il avait un fusil. Il ne tirera pas sur moi. Donc il n'a pas voulu laisser entrer l'avocat ni les policiers. Moi je suis rentré. C'est ça, Alpha, on le prend pour souvent un fou. J'allais dire c'est un fou lucide, entre guillemets. D'accord, il va clair. Alors cette aventure a duré environ 15 ans avec Alpha Blondy. Ensuite, vous êtes entre guillemets séparés. Alpha Blondy continue justement ses concerts jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez cela, Alpha Blondy sans Koné Dodo? Non, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Ça continue. Moi, j'ai joué ma partition. J'ai joué ma partition, je l'ai pris à un niveau, je l'ai mis à un autre niveau. Tout à fait. Personne ne peut contester cela. Et pendant que je m'occupais d'Alpha Blondy, j'ai aussi produit Ismaël Zak, que j'ai monté le plus haut possible. Tout à fait. Barbara Kanam, dont j'ai fait une star internationale, qui est aujourd'hui au Congo. Elle était récemment au Burkina. Et il y a beaucoup d'artistes comme ça. Il y a la fille de Nawa Doumia, Doussou Barayo, que j'ai produit il y a 2-3 ans. Bon, ici, il y en a plusieurs, Estelle B, Ili Loma que je produis aussi. Parce qu'il y a d'ailleurs que je produis, je ne suis pas le manager. Parce qu'il ne faut pas confondre. Il y a beaucoup d'artistes que je produis, je leur demande de trouver un manager. Tout à fait. Parce que quand vous créez une entreprise, il faut trouver le bon management. Tout à fait. Il faut trouver le bon management, sinon ça ne fonctionne pas. Le producteur peut faire quelque chose de bon, un bon produit, ça peut ne pas évoluer. Donc quand on parle de professionnalisation, c'est un mix dont on pourra peut-être parler. C'est ça qui fait de l'artiste un vrai professionnel. D'accord. Alors, au-delà de tout cela, vous avez également beaucoup travaillé dans le domaine justement de la promotion des spectacles, on l'a dit. Vous avez également été donc, vous avez organisé un prix pour récompenser les meilleurs artistes en Côte d'Ivoire, le prix du port, je crois. Le Poro Music Award. Voilà, est-ce qu'on peut en parler? Oui, c'est pour, vous savez, chez les Sénoufos, quand vous rentrez dans le Poro, quand vous rentrez dans le bois sacré, ça veut dire que vous êtes devenu quelqu'un pour sortir. Vous êtes initié, c'est ça? Oui, vous êtes initié. Donc, les artistes qui sortaient de ce Poro Music Award étaient des artistes initiés de qualité qui pouvaient connaître une carrière internationale. Donc, on fait le Poro Music Award. La prochaine édition va se faire l'année prochaine. Et nous avons aussi une ONG qui s'appelle Abidjan Festival, voilà, qui fait Afrique Bousso. Le mois fin novembre, nous ferons Afrique Mousso au Palais de la Culture. Afrique Mousso, c'est un hommage aux femmes. Il y a des dédicaces d'œuvres littéraires de femmes, des femmes qui tiennent des conférences, des femmes qui font un défilé de mode, des stylistes sont des femmes, les mannequins sont des femmes, etc., etc. Il y a un concert de clôture qui regroupe que les femmes. Pour le Burkina cette année, c'est Malika, la slameuse, qui va venir, et venir faire montre de son talent à cette occasion-là. Et tout est gratuit. Tout est gratuit. On soutient, on fait la promotion des femmes, on choisit des artistes en développement, mais qui ont déjà connu une certaine carrière. C'est un coup de pouce que nous leur donnons. Les écrivaines, les peintres, il y a une exposition d'art plastique. Que des femmes également. D'accord. Alors, au-delà de ça, vous avez également un festival Balafon, dont la 6e édition est en préparation. De quoi s'agit-il? C'est le Djegele Festival à Bundiali, à 600 km d'Abidjan. Vous savez que le Balafon Djegele a été admis sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2012. Depuis 2012. 2012. Le Balafon. Le Balafon Djegele. Et c'est le Mali,
la Côte d'Ivoire et le Burkina qui ont soumissionné. Et c'est ensemble. Ensemble et qui ont obtenu, n'est-ce pas, puisqu'ils ont soumissionné ensemble parce que le peuple Senufo du Burkina, du Mali et de la Côte d'Ivoire ont en partage le balafon. Ok, tout à fait. On partage le balafon. Tout à fait. Donc ils ont soumissionné ensemble et l'UNESCO a souhaité que chaque pays fasse un festival pour continuer à soutenir, à développer le balafon. Du Mali à Sikasso, la Côte d'Ivoire à Bundiali, et le Burkina, on espère que bientôt il y aura quelque chose à Banfora ou à Bobo Dioulasso. Donc, mais chaque année, les balafoniques du Burkina, du Mali et de Côte d'Ivoire se retrouvent à Bundiali. Beaucoup de vos acteurs sont déjà allés là-bas, ils connaissent bien. C'est un balafon qui connaît un développement sans encombre. On espère que ça devienne un très très grand. Mais comment ça se passe ce festival? Est-ce qu'il s'agit d'animation culturelle ou il y a des remises de prix également? C'est ponctué comment? Oui, vous savez, il y a d'abord une élection Miss Djegele. Ils viennent, qui font une élection pour animer, il y a un peu de sport et tout ça. Et ceux qui viennent jouer sur une scène professionnelle. Il y a des gens très connus qui viennent, et des moins connus. Sur une scène vraiment professionnelle, pas le balafon dans la poussière. Ils jouent. Mais avant d'arriver aux 3 derniers jours, où les professionnels venus du Mali, du Burkina, tout ça jouent, il y a les balafonistes de moins grande renommée qui font une compétition. Qui font une compétition et qui sont rémunérés, qui ont des prix, statuettes et puis aussi de la monnaie sonnante et trébuchante. Donc, il y a des prix pour les balafonistes pas très connus parce que si on prend Neba Solo, on vient faire un concours, il a toutes les chances de gagner. Il vient jouer, mais ils sont hors compétition. Et puis, voilà, puis il y a un concours de danse de balafon. Le balafon joue, il y a des jeunes qui dansent, qui font la compétition. L'année dernière, cette année plutôt, en avril, c'est une jeune dame qui a gagné. Ça arrive. Et nous faisons en sorte que le balafon continue de vivre. On a été surpris, il y a 2 ans, les Mexicains nous ont écrit pour dire qu'ils voulaient venir participer. Ils disent, mais comment ça? Et vous savez comment ils disent qu'ils ont vu sur Internet, et ils jouent du balafon, ils m'envoient des images. C'est vrai, comment dirais-je, chez Pablo là, Escobar, comment s'appelle son pays? Brésil, Colombie. Colombie. Donc, Colombie a souhaité également, et ils ont dit que ce sont les parents, les ancêtres qui sont venus d'Afrique avec le balafon. Vous savez que les Colombiens, c'est l'un des pays où notre culture a été le mieux conservée. Il y a des régions de Colombie, vous croirez en Afrique. Absolument. Ils jouent du balafon, du djébé, pas mal d'autres choses, etc. C'est toujours un plaisir pour eux. Mais comme notre festival n'a pas beaucoup de moyens, on leur a demandé de voir le gouvernement s'il peut prendre en charge les transports, nous paierons les cachets, nous les hébergerons, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une demande. L'année prochaine, le Sénégal va venir avec un groupe. Nos amis qui étaient au Redao, là, ils vont venir avec un groupe de balafons du Sénégal. Il paraît qu'il y a une région là-bas où il y a le balafon aussi. Où il y a le balafon. D'accord. Alors déjà, j'imagine que vous pensez à la relève parce qu'il est question de former la jeune génération. Nous sommes dans un monde qui évolue beaucoup. Le risque est grand que la pratique du balafon disparaisse. Est-ce que dans le festival, vous pensez justement à la formation, à la relève des jeunes balafonistes? Oui, il y a des masterclass et puis aussi il y a une compétition qui regroupe les jeunes des lycées et collèges. J'ai oublié d'en parler. Donc il faut une compétition. Tout à fait. Ils sont formés, il y en a qui connaissent déjà, qui savent déjà jouer, on essaie d'améliorer, mais il y a des profs qui viennent aussi, qui les forment dans le cadre de masterclass et ils compétissent. C'est comme ça qu'on va faire en sorte que le goût du balafon demeure dans nos populations. Alors, la prochaine édition, la 6e, a lieu cette année, ou l'année prochaine déjà? C'est prévu pour quand exactement? 19 au 26 mars. 2022. 2022, à Bundiali. En général, c'est en avril que nous faisons le Djegele, chaque année en avril. Mais l'année prochaine, le carême commence, je crois, le 1er avril. Donc, il faut faire avant. Nous sommes dans les régions musulmanes, donc il faut le faire quelques jours avant. Sinon, il y aura un boycott. D'accord. Alors, c'est bien réfléchi. Alors, vous avez également un label, Disque Koné, alors, qui existe depuis plusieurs années. Depuis 82. Depuis 1982. Voilà, que je produis des artistes. Donc, j'en ai produit dans beaucoup de pays, notamment en Côte d'Ivoire. Et ce label-là existe.
et continue de produire. Ces 2 dernières années, on a produit une dizaine d'artistes. Doussou a été produite il y a 3 ans. Elle a 2 millions de vues sur Internet, etc. avec sa vidéo, la vidéo que nous avons faite. Donc nous sommes passionnés de culture, de musique. Et nous avons développé des artistes. C'est pour ça que nous sommes tout le temps en chasse. Voici, nous découvrons des talents. Pas des talents de Côte d'Ivoire seulement, des talents d'ailleurs aussi, puisque nous avons des amis un peu partout. C'est ainsi que nous avons pu, en une trentaine d'années, produire plus de 100 artistes. La production exécutive, c'est-à-dire que le master, le label Disconé est propriétaire. Parce qu'il faut que les gens... Chez les Anglais, quand ils disent producer, c'est l'arrangeur en studio. Tout à fait. Voilà. Et quand on dit l'executive producer, ça c'est le propriétaire, celui qui finance. Celui qui finance, voilà. Et nous, le label Disconé est producteur exécutif. C'est-à-dire qu'il finance et qui est propriétaire des bandes. D'accord. Alors, c'est bien compris. On va donc poursuivre cette émission pour parler de façon générale de la culture en Afrique, parce que on a entendu plusieurs acteurs de la culture de différents pays se plaindre du fait que la culture ne fait pas l'objet d'une attention de la part des gouvernants, parce que quand on a un gouvernement, généralement, le ministère de la Culture a le plus faible budget. Est-ce que c'est une situation qui est vécue dans votre pays, la Côte d'Ivoire, vous qui êtes directeur de la Maison de la Culture d'Abidjan? Oui, je pense que c'est la même chose un peu partout. Mais en Côte d'Ivoire, depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé, il y a eu beaucoup d'améliorations. Par exemple, la copie privée est passée il y a quelques jours, là. Il y a 2 jours, je crois. Tout à fait. Et par exemple, les artistes les plus anciens qui ont un certain âge bénéficient d'une subvention, d'une pension de 300 000 francs. Est-ce que vous connaissez un seul pays où quelqu'un qui n'a pas cotisé toute sa vie bénéficie d'une pension? On cotise et on a la pension après dans la fonction publique, dans le privé, même les artistes. C'est ce qu'Alassane Ouattara a fait et c'est important. Maintenant, on a dit que le budget, ce n'est jamais suffisant. Il faut développer le cinéma, la musique, etc. Et on parle d'industrialisation maintenant. C'est bien, nous soutenons. Mais il faut se mettre en tête que ce n'est pas en gâtant trop les artistes qu'on va arriver à quelque chose. Si on veut aller à l'industrialisation, il faut structurer l'environnement. Tout à fait. L'environnement, c'est-à-dire les managers, les producteurs, mettre à la disposition des artistes des espaces, des salles, des canaux de diffusion. Parce qu'un artiste qui est aujourd'hui chez nous, qui touche par exemple, je sais pas, qui a un cachet de 5 millions, il est impossible de les produire à l'intérieur du pays. Les centres culturels, il y a 200-300 places. Tout à fait. Vous allez mettre un copier. Vous rentabilisez comment? Bon, ce soit les politiciens, soit des sponsors qui font des choses en plein air gratuitement, mais ça ne suffit pas. Nous avons confiance parce que la culture, c'est quelque chose de noble, d'important. Tout ce que nous faisons, c'est de la culture. Ce que nous mangeons, comment nous nous habillons, comment nous pensons dans nos rapports, c'est aussi de la culture parce que nos habitudes, l'éducation, sans aller dans le cadre du ministère de l'Éducation, mais tout ça est important. Quand on va dans les villages, la culture est au commencement et à la fin de tout. L'enfant qui naît par exemple chez les Sénoufos, le balafon est à la naissance, quand il y a le mariage, il y a le balafon, à la mort, il y a le balafon, tous les événements. Le balafon accompagne toujours. Toujours. Et partout en Afrique, même dans les peuples où il n'y a pas le balafon, il y a les griots, il y a les chanteurs, il y a ceci, cela. Et aussi, grâce à la culture, du coup, il y a des sites qui existent, les touristes viennent, et ça fait que le ministère du Tourisme fonctionne. Il y a beaucoup de choses sont liées à la culture. Il est important que le gouvernement fasse des efforts de plus en plus importants pour faire aller de l'avant la culture. Je ne dis pas qu'il faille donner beaucoup d'argent aux artistes et autres. Les artistes, ils doivent se battre pour structurer leur profession, pour structurer, n'est-ce pas, leur microcosme, de façon à ce qu'ils arrivent à un résultat probant. Les femmes qui vendent au marché, excusez-moi, allez-y. Quand elles vendent au marché,
elles vendent des tomates ou bien des bananes, oui. elles arrivent à nourrir les enfants. Absolument. Quand elles ont un problème, elles ne vont pas voir le ministre de l'Agriculture. Ah, même pas du tout. tout. J'arrive plus à vendre mes bananes, je n'ai pas assez d'argent, il faut me donner de l'argent. Mais les artistes, celui qui chante, qui est mauvais, qui n'arrive pas à faire une carrière, on dit non, c'est le gouvernement. On pense toujours que le gouvernement doit soutenir, c'est une erreur. On dit que le gouvernement, mais tout c'est la faute du gouvernement. Non, il faut soi-même se battre. Alpha Blondy, ce n'est pas le gouvernement qui a fait Alpha Blondy. Le gouvernement vient au secours, il voit, il dit c'est vraiment, le gouvernement est très fier. Que ce soit dans tout le théâtre, il y a des troupes de danse qui tournent partout. Il faut savoir se battre, il faut les encourager. Il faut structurer leur esprit aussi pour leur dire que c'est un métier, c'est une entreprise, un artiste. Vous n'avez pas idée de créer une entreprise, de ne pas mettre un bon directeur. Ayez un bon manager. Le producteur, celui qui vous produit, il faut qu'il ait une connaissance, n'est-ce pas, du métier et qu'il fasse quelque chose de très bien. L'éditeur, l'édition, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger l'édition. Bon. Il y a tout ça. Et un agent, c'est pas parce que vous avez un manager que vous n'avez pas d'agent à travers le monde. Tout ça, on doit le leur apprendre pour ceux qui ne le savent pas. Il y a beaucoup qui le savent. Il y en a qui se développent. À Salfo et autres, ils connaissent très bien ça, ils savent comment ça fonctionne. Donc, vraiment, c'est ça d'abord qu'il faut le faire. Parce que quand on dit qu'on va structurer, on va aller à l'industrialisation, mais certains sont déjà à l'industrialisation. À l'industrie, les artistes, il y en a qui sont très en avance. Donc, ce n'est pas parce qu'on va distribuer de l'argent. Imaginez-vous qu'il y en a qui n'ont pas vendu de cassettes, bien des CD, et qui vont au bureau des droits d'auteur, qui veulent toucher des droits. Mais il faut qu'on leur explique comment le mécanisme fonctionne. C'est ça, ce n'est pas la magie. Il n'y a pas de magie, comme vous dites. D'accord. Alors, donc, vous avez justement votre idée de comment faire pour industrialiser le domaine de la culture et le rendre automatiquement productif plutôt que de continuer justement dans une situation d'éternel assistanat. Tout à fait. C'est valable pour tous les États africains. Il faut de l'argent de la culture, beaucoup d'argent, parce qu'il faut, nous, en Côte d'Ivoire, l'État a mis 24 milliards pour le parler de la culture. 24 milliards. Bon. Donc, c'est important. Il y a des espaces de diffusion qu'il faut créer, parce que le point mort, en fonction des cachets, se situe à un certain niveau, en fonction de places disponibles dans l'asphalte. Si vous avez des salles de 500 places, de 300 places, il ne faut pas rentabiliser. L'artiste, quand il connaît, il y a son développement, arrivé à un certain niveau, il est stoppé. Parce que celui qui est un professionnel de la production de spectacles, moi je suis membre du syndicat des producteurs de spectacles et des producteurs de disques en Côte d'Ivoire. Alors, et celui qui va faire, il fait du business, un producteur de spectacles. Absolument, oui. Mais s'il n'a pas l'espace conséquent pour aller produire les artistes, il ne le fera pas. C'est tout ça qui est la chaîne. D'accord. Voilà. Alors, il nous reste moins de 5 minutes. Je voudrais que l'on consacre ces derniers instants de cette émission à la musique ivoirienne. Une musique qui a réussi à franchir les frontières de la Côte d'Ivoire. Une musique également qui a une histoire, qui a une évolution. Vous qui êtes dans le domaine, quel est le regard que vous portez sur la musique ivoirienne aujourd'hui, dans son évolution jusqu'au coupé décalé qui fait tabac, comme on le dit un peu partout? Non, moi je pense que la musique ivoirienne à mon jugement, a évolué, elle a produit de grands artistes, elle continue d'en produire. Dans tous les genres musicaux. Dans tous les genres musicaux. Dans tous les genres musicaux. Mais ce que je reproche un peu, c'est les textes. Souvent, qui sont des textes qui... Le contenu, le message. Le message, si on veut parler de message. Bon. Donc, on ne va pas aller jusqu'à la censure, mais il devrait faire des efforts. Parce que certains ont du succès. Pendant 2, 3, 4, 5 ans, ça disparaît. Mais il faut bien structurer sa musique. Il faut que le message soit important. Mais il ne faut jamais oublier le beat et le refrain. Parce que, bon, le beat encore moins, mais la mélodie, il faut une belle mélodie. Même si vous ne comprenez pas les textes, que la mélodie vous chatouille et vous marque, vous allez toujours passer à cette chanson-là. Et puis, le refrain. Je dis toujours aux artistes, quand on fait quelque chose, aux arrangeurs, il dit, trouvez-moi un bon refrain. Vous savez, les enfants et toutes les personnes, il y a des refrains qui prennent, il y a des choses qui reprennent, mais ils ne connaissent même pas, c'est parce que la personne dit. On aime les groupes anglais, qu'au fond, on ne comprend rien de ce qu'ils disent en anglais. En chanson, on comprend ce que la chanson dit. Il y a le refrain. La mélodie. Et la mélodie. Et ça, c'est important quand on compose. Ce n'est pas de faire de longues phrases, des textes qui... Il y en a qui font des textes significatifs, mais ils en font trop. Il faut des messages pas trop longs qui marquent. Et une cassette, ça n'a pas duré plus de 3 minutes, un titre, pour que la personne
intériorisent cela et qu'ils retiennent. Sinon, il y a de grands artistes, hein, vous savez, je vais revenir encore à Alpha, il y a des titres qu'il a fait en 82, mais qui tiennent encore. Tout à fait. Parce que le texte, la musique qui a été fait, la mélodie, etc. Aragon. Aragon a fait les choses, moi j'étais bébé, tout petit. Mais le groupe Aragon, quand vous écoutez, si vous ne le connaissez pas du tout, vous avez l'impression que ça a été produit hier. Le contenu, la musique, il y a de la recherche, il y a de bons arrangements, c'est important. Alors, est-ce que les artistes aujourd'hui ne font pas de la musique que pour l'ambiance, dans les boîtes de nuit, et puis après c'est tout? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment? Oui, mais les jeunes, c'est pas interdit, les jeunes aiment ça. Pourtant, ça marche dans les boîtes de nuit, ça marche un peu partout. Les jeunes aiment ça, mais en même temps, l'artiste doit penser à l'avenir, à demain. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, qui aime les jeunes et tout ça, va durer pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire au-delà? On ne fait pas une carrière pour durer 5 ans ou 10 ans. Au-delà. Donc il faut y réfléchir, ça demande, n'est-ce pas, du sérieux et de la réflexion pour faire en sorte de diagnostiquer les problèmes qu'il y a et comment pouvons-nous faire pour développer cette musique-là en Côte d'Ivoire, par exemple, pour qu'elle aille de mieux en mieux. C'est vrai, on a des bons artistes, on est très fiers. Maintenant, il nous appartient de conseiller, d'orienter, de faire en sorte que... Sinon, il y a beaucoup qui ont eu des succès ici. Absolument, mais qu'on a oublié. Tout à fait, qu'on finit par oublier. Il y a plus de 20 000 qui ont fait des cassettes en Côte d'Ivoire ou des CD. Mais si je vous dis de citer 20 qui ont réussi, vous serez bien à mal de me citer 20. D'accord. Alors, on a juste une minute pour parler de la musique du Burkina, parce que je sais que vous avez également une connaissance sur la musique burkinabé. Alors, quelle est sa particularité d'après vous? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle décolle véritablement, comme c'est le cas dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali? Oui. Non, la musique burkinabé, il y a des artistes comme les Flobi et autres qui font de la bonne musique. Oui. Il y a beaucoup d'autres que je connais. Oui. Mais je suis un peu surpris qu'en Côte d'Ivoire, pendant qu'il y a un pays voisin, la plupart des gens ne connaissent pas les artistes burkinabés. Oui, tout à fait. Donc, comment dirais-je, il faut qu'ils soient un peu plus offensifs et qu'ils fassent une musique, pas pour le Burkina Faso uniquement, mais pour toute la sous-région, voire au-delà. Et ça se fait comment? Est-ce que c'est la langue choisie, c'est le message ou non, la langue pas forcément. C'est le mix qu'on essaie de faire au niveau de la musique et aussi au niveau des textes. Quand on peut reprendre un petit refrain en français si on veut, ou en anglais dedans, mais on chante en moré ou en bissage, j'en sais rien, ça peut prendre. Mais il faut structurer. Par exemple, en Europe, pourquoi ça ne prend pas? La plupart beaucoup d'artistes en Afrique, ils disent je vais en tourner en Europe. Mais ils vont en tourner pour jouer dans des salles de 500 places, 1000 places. Tout à fait. Devant la diaspora. C'est pas ce qu'on recherche. C'est leur propre pays qui se retourne là-bas. On sait qu'un artiste a réussi quand il y a un concert où il y a 80% des gens du pays, l'Européen, et 20% de la diaspora. Parce qu'ils sont nostalgiques. Mais quand c'est pour aller jouer devant ceux-là ou bien dans les clubs, vous n'avez pas réussi. C'est comme si vous étiez dans votre pays, vous continuez à faire des spectacles. Il faut aller au-delà. Tout à fait. Il faut aller au-delà. Et pour ça, ils ont un beat bien précis. Regarde Maïs System, on dit qu'ils font plus du zouglou. Oui, tout à fait. Mais ils font du zouglou, mais ils ont compris qu'il y avait un beat particulier pour que les Européens aiment. Exactement. Ils ont compris. On fait aussi du business, on veut aller dans la durée. Un artiste, c'est un métier noble. Il ne faut pas être là en train de tendre la main. Il faut être créatif, trouver les voies et moyens pour aller le plus loin possible. C'est ce qu'on demande. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission Franc-Parler. Monsieur Koné Dodo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi qui avez suivi ce numéro de votre émission Franc-Parler. Cette semaine, nous avons parlé essentiellement culture avec Monsieur Koné Dodo. Il est actuellement le directeur général du Palais de la Culture d'Abidjan, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Merci une fois de plus d'avoir suivi ce numéro. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Excellente suite de programme. Au revoir.